Thank you. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, comme cela vient d'être rappelé, les maladies cardiovasculaires, qui incluent d'ailleurs les accidents vasculaires cérébraux, restent dans la majorité des pays la principale cause de mortalité. Il faut néanmoins reconnaître que grâce à l'amélioration de la prise en charge, et je pense tout particulièrement à l'infarctus du myocarde dans sa phase initiale, dans les toutes premières heures, d'une part, et d'autre part, grâce à ce que l'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire l'administration de médicaments chez des patients qui ont fait un premier accident coronaire, eh bien, grâce à ces deux mesures, la mortalité tend à diminuer. Et dans notre pays, en France, elle est passée récemment en seconde position, si je puis dire, de cause de mortalité immédiatement derrière le cancer. C'est donc, à ce point de vue, un message encourageant, car les mesures de prise en charge d'une maladie, en particulier dans ses formes les plus graves, associées à la prévention secondaire, finit par porter ses fruits en termes de santé publique. La maladie coronaire a, comme vous le savez, plusieurs modes de présentation clinique. Il y a ce que nous appelons les syndromes coronaires aigus, au premier rang desquels l'infarctus du myocarde dans sa forme classique. Il y a les insuffisances cardiaques d'origine coronaire. Il y a bien entendu la mort subite. Et enfin, une autre forme de présentation qui est celle que je retiendrai cet après-midi, qui est la maladie coronaire stable. En effet, les patients qui présentent une douleur thoracique sont d'une part très nombreux et d'autre part représentent une population, un mode de consultation dans les hôpitaux ou auprès des médecins en général, mode de présentation extrêmement fréquent. Si dans l'ensemble, le pronostic de la maladie coronaire stable est moins sévère que celui des autres formes, et en particulier de l'infarctus du myocarde ou de l'insuffisance cardiaque d'origine ischémique, il faut néanmoins reconnaître que cette forme reste grévée d'un taux annuel de mortalité de l'ordre de 1,5 à 2% et une incidence annuelle de décès d'ordre cardiaque, de cause cardiaque, qui est en moyenne proche de 1%. Par conséquent, en présence d'un patient qui ressent des douleurs thoraciques et chez lequel on va se demander si elles correspondent ou non à la première manifestation clinique d'une maladie coronaire, eh bien, il est très important d'en évaluer le risque, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'au terme de ce premier contact médical, ces symptômes décrits correspondent ou non à une maladie coronaire. Et pour cela, vous voyez que si vous arrivez à classer les patients dans un risque faible, vous allez pouvoir assez facilement éliminer la présence de la maladie coronaire. Et s'ils sont présents, plutôt agir sur une modification des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'orateur précédent vient de le signaler. Au contraire, si au terme de ce premier contact, vous avez le sentiment que la probabilité est élevée, eh bien, l'objectif est différent puisqu'il va falloir identifier la maladie coronaire et en particulier son retentissement sur le fonctionnement du myocarde et décider du meilleur traitement, soit médicamenteux, soit par revascularisation, quel qu'en soit le mode, qu'il s'agisse d'une angioplastie des artères coronaires ou qu'il s'agisse d'un pontage coronaire chirurgical. Puis, il reste un groupe important de patients qui présentent des difficultés de classification et le médecin reste perplexe et a des difficultés pour savoir s'il s'agit d'un risque a priori très faible ou au contraire d'un risque a priori élevé. Eh bien, pour tenter d'avancer dans son diagnostic, le médecin va donc utiliser des approches finalement relativement simples
pour savoir si le patient est à faible risque, à risque intermédiaire ou un risque élevé. Les sociétés scientifiques internationales, et en particulier la Société européenne de cardiologie, a proposé d'utiliser 3 critères extrêmement simples, immédiatement disponibles par le médecin, à savoir l'âge du patient, son genre, s'agit-il d'un homme ou d'une femme, et enfin si les symptômes que le patient décrit au médecin lui semblent très typiques d'une angine de poitrine, donc la manifestation clinique de la maladie coronaire, ou au contraire, si ces symptômes ont pour certains d'entre eux des caractéristiques qui font penser au médecin que les douleurs sont plutôt atypiques, ou au contraire, si elles sont manifestement d'origine non cardiaque, non coronaire. Et donc vous voyez qu'avec une table relativement simple qui tient compte de ces 3 paramètres, eh bien on va pouvoir avoir une idée assez précise et stratifier les patients dans un risque extrêmement faible, par exemple une femme relativement jeune qui décrit des douleurs qui sont à l'évidence qui ne sont pas d'origine coronaire, ou à l'extrême, un homme de 65-70 ans qui, lui, va décrire des douleurs qui sont très évocatrices d'une maladie coronaire. Mais vous remarquez également que le groupe intermédiaire reste très important. Alors, comment faire? Eh bien, pour cela, on va tenter de choisir, parmi des examens complémentaires, ceux qui vont nous permettre d'avancer dans cette démarche diagnostique. Alors, je ne vous les détaillerai pas tous, je voudrais simplement les rappeler, au premier rang desquels, en particulier pour des raisons d'ancienneté historique, la simple épreuve d'effort, soit sur bicyclette ergométrique, soit, comme sur cette image, sur un tapis roulant. Un autre examen, également pratiqué depuis fort longtemps, qui est la scintigraphie myocardique, qui permet de comparer les 2 états de perfusion myocardique au repos et au cours d'une épreuve d'effort ou d'un stress. Et puis, vous avez également d'autres méthodes. Je vous montre ici une image de l'échographie cardiaque effectuée au cours d'un exercice physique, où vous allez voir apparaître progressivement des anomalies, comme ici, de la contraction du muscle ventriculaire gauche, qui est la conséquence de l'ischémie myocardique. Et puis, plus récemment, on dispose d'examens d'imagerie comme la résonance magnétique. Et vous voyez ici, après l'injection d'un produit de contraste qui s'appelle le gadolinium, apparaître cette zone de renforcement en noir sur l'écran et qui correspond à la présence d'une ischémie myocardique. Je dirai un petit mot un petit peu plus tard sur une autre méthode diagnostique d'imagerie qui est le scanner des artères coronaires, qui permet non pas d'étudier le métabolisme, la perfusion, mais simplement d'offrir une méthode moins invasive que la coronarographie de l'anatomie des artères coronaires. Donc, à partir du moment où on a pu stratifier à l'aide de la prise en compte de ces 3 paramètres cliniques simples, eh bien, si le patient vous apparaît à faible risque, il n'est pas justifié de poursuivre les investigations complémentaires et on va donc rechercher une autre cause aux symptômes décrits et corriger les facteurs de risque vasculaire s'ils sont présents. À l'inverse, si le patient apparaît à risque élevé de maladie coronaire, il est recommandé de pratiquer une coronarographie diagnostique et qui permettra ensuite de choisir quel est le meilleur traitement, soit médicamenteux, soit revascularisation. Et puis vous avez ce large groupe de patients à risque intermédiaire, puisque vous voyez que cette évaluation a priori varie de 15 à 85%, donc l'éventail est assez large, et c'est dans ce groupe de patients que les tests de détection d'ischémie que je viens de vous illustrer vont trouver leur intérêt. Alors, il est évidemment impossible et même déconseillé de tous les pratiquer, mais il faut néanmoins essayer de voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Vous voyez par exemple que la scintigraphie va avoir pour objet d'étudier l'hétérogénéité du flux myocardique et la perfusion,
que l'imagerie par résonance magnétique va également étudier la perfusion et la dysfonction de la phase de remplissage, que l'échographie de stress ou l'échographie en imagerie par résonance magnétique va, elle, permettre d'étudier la contractilité, je viens de vous montrer un exemple, et l'électrocardiogramme d'effort, lui, va permettre de détecter des anomalies de la repolarisation ventriculaire. Et vous voyez que tous ces examens, dans la cascade des événements ischémiques, vont précéder l'apparition de la douleur angineuse. Alors on pourrait évidemment balancer les avantages et les inconvénients respectifs de chacun de ces examens, mais si vous regardez sur ce tableau qui regroupe l'expérience de très nombreuses études sous forme de méta-analyse, eh bien vous voyez qu'à l'exception de l'électrocardiogramme d'effort, qui a une sensibilité nettement insuffisante, tous ces autres examens sont finalement avec des performances diagnostiques assez proches, assez comparables, tant en termes de sensibilité qu'en termes de spécificité. Je vous compare par exemple la scintigraphie myocardique, dont vous voyez la sensibilité ici, qui se révèle nettement supérieure à celle de l'électrocardiographie d'effort, mais qui est moins spécifique que l'échocardiographie, tel que je vous l'ai montré au cours de stress, soit un effort physique, soit l'adjonction d'un médicament comme la dobutamine. Et on comprend bien ces différences puisque la scintigraphie va étudier les anomalies de la perfusion du muscle myocardique, alors que l'échographie de stress va regarder les répercussions de la perfusion sur la contraction. On comprend donc bien pourquoi un test est moins sensible et plus spécifique que l'autre. Alors je voudrais, à l'aide de ce schéma, vous démontrer l'énorme avantage de l'évaluation du risque avant la pratique du test et l'évaluation du risque chez le même patient en fonction du résultat du test qui a été pratiqué. C'est ce que l'on appelle l'approche bayésienne, le théorème de Bayes. Prenons un premier exemple d'un patient qui, a priori, vous semble de faible risque. Eh bien, vous voyez que si l'examen que vous pratiquez se révèle normal, eh bien, on peut pratiquement éliminer le diagnostic de maladie coronaire. Si au contraire, ce test est anormal, vous avez une probabilité après le test qui se révèle nettement supérieure, 13%, 75%, mais néanmoins qui n'est pas parfaite. Et il reste encore justement des causes de faux négatifs. Voyons maintenant un patient qui est à risque intermédiaire avant le test. Si l'examen que vous avez pratiqué se révèle normal, vous pouvez éliminer le diagnostic de maladie coronaire. Et si au contraire, le test est anormal, vous allez considérablement améliorer votre prédiction, passant de 50 à 80%. Et enfin, si vous vous adressez à un patient avec un examen qui se révèle normal alors qu'il est a priori à faible risque, eh bien vous allez effectivement avoir une amélioration de votre évaluation, mais qui n'est pas parfaite puisque vous avez 17%. Vous ne pouvez pas éliminer avec certitude le diagnostic de maladie coronaire. En revanche, le gain lorsque le test est positif est relativement faible puisque vous passez de 87 à 96%. Donc vous avez la démonstration dans cette illustration bayésienne de l'importance de l'évaluation du risque a priori, et ce sont chez les patients qui sont à risque intermédiaire et qui sont très nombreux que cette démarche diagnostique est la plus rentable. Un petit mot sur le scanner coronaire qui, comme je vous le disais à l'instant, est un examen qui permet de visualiser les artères coronaires sans approche invasive, sans ponction artérielle, comme la coronarographie. Eh bien, cet examen est maintenant largement diffusé, et vous voyez, lorsque l'on compare l'anatomie coronaire et la répercussion des anomalies éventuelles sur la perfusion myocardique, eh bien, c'est intéressant de voir que lorsque le scanner vous apparaît normal,
Il y a néanmoins 15% de cette population qui va avoir une ischémie myocardique à la scintigraphie, mais plus important encore, lorsque le scanner montre une lésion coronaire, eh bien une seule lésion sur deux, uniquement une fois sur deux, cette lésion va entraîner une maladie coronaire. Donc toute l'importance, non seulement de visualiser une lésion, mais surtout d'en apprécier la répercussion sur la fonction cardiaque. Alors, je n'aurai pas le temps non plus de rentrer dans les avantages et inconvénients de chacune de ces techniques, juste un mot sur un sujet qui est important en termes de santé publique, qui est l'exposition aux rayons X. Eh bien, vous voyez qu'un test aussi ancien que la scintigraphie au thallium expose énormément les patients aux rayons X. Vous avez ici l'exposition en millisievert, qui est l'unité internationale reconnue pour apprécier cette exposition aux rayons X, alors que le scanner coronaire est en moyenne à 7 millisievert, et avec les appareils les plus récents, cette exposition tend à diminuer considérablement, maintenant de l'ordre de 1 à 2 millisievert, alors que la coronarographie, surtout lorsqu'elle est associée à une injection de produit de contraste dans le ventricule gauche, expose le patient à en moyenne 7 millisievert. Et puis une autre approche qui est également intéressante pour guider le choix du clinicien parmi tous ces examens complémentaires, c'est l'approche médico-économique. Car effectivement, chaque examen que vous allez prescrire ou pratiquer a un coût pour la société, un coût direct, mais il peut également avoir des coûts induits. Je vous montre ici une démonstration assez claire, et vous avez ici 3 examens, le scanner coronaire, la scintigraphie, puis un troisième dont je n'ai pas parlé, qui est la tomographie à émission de positons. Et disons que lorsque ces examens sont normaux, eh bien, il y a relativement peu de patients pour lesquels on va proposer une coronarographie d'évaluation complémentaire. À l'inverse, lorsque ces examens sont anormaux, il est tout à fait justifié de compléter le bilan par une coronarographie diagnostique complémentaire. Mais lorsque vous voyez que les anomalies sont simplement modérées, en particulier en scintigraphie, eh bien, il n'y a pas d'excès de coronarographie complémentaire. En revanche, si le scanner répond qu'il y a probablement une lésion coronaire, cela va inciter le médecin à compléter son bilan par un examen complémentaire, une coronarographie complémentaire. Donc vous voyez l'importance en termes médico-économiques, non seulement du coût de l'examen, mais également des coûts induits dans le cadre de la démarche diagnostique. Et je terminerai sur cette diapositive pour évaluer l'efficience, c'est-à-dire le rapport coût-efficacité, et pour revenir à mon propos initial de l'importance de l'évaluation du risque, vous voyez que si l'on compare l'angiographie coronaire, la coronarographie en ligne pointillée et le scanner corollaire en ligne pleine, eh bien vous voyez que lorsque la prévalence de la maladie est faible, c'est-à-dire qu'on va s'adresser au groupe de patients qui sont à faible risque, eh bien il y aura un rapport coût sur vrai positif de la coronarographie qui sera beaucoup plus élevé, donc un coût pour la société plus lourd, lorsque la coronarographie est effectuée chez des patients à faible risque, à l'inverse du scanner coronaire, et au contraire, si vous vous adressez à une population à risque élevé, eh bien, il est plus rentable, entre guillemets, pour la société de procéder à la coronarographie diagnostique d'emblée. Donc, pour conclure, vous voyez que ces examens qui sont à la disposition du médecin cardiologue ont des voies d'approche physiopathologiques très différentes les unes des autres pour tenter de répondre à la même question, à savoir est-ce que la douleur ressentie par le patient correspond ou non à la traduction d'une maladie des artères coronaires. Eh bien, en dépit de ces approches physiopathologiques très différentes, la performance diagnostique au sens global du terme, excepté celle de l'électrocardiographie d'effort, est relativement similaire. Il va donc falloir trouver d'autres arguments dans notre choix. L'efficience médico-économique et la supériorité d'un test sur l'autre est extrêmement difficile à démontrer, puisque je vous ai illustré avec un seul exemple l'importance des coûts directs de l'examen, mais également des coûts induits. Lorsqu'on fait une analyse médico-économique, il faut également savoir si on parle de la réduction de la mortalité ou simplement d'une réduction de morbidité.
Et puis surtout, ce que les anglo-saxons appellent le moving target, c'est-à-dire que vous allez dans une étude médico-économique qui va s'étendre sur plusieurs années, tenter d'apprécier l'efficience économique d'une stratégie, et puis entre-temps, une autre méthode, une autre stratégie sera proposée au médecin qui rendra caduques les résultats de la précédente. Alors, il y a une étude actuellement aux États-Unis qui s'appelle RESCUE, qui est une étude randomisée à très large échelle, qui va tenter de comparer, y compris sur le plan médico-économique, l'efficience de ces stratégies diagnostiques différentes. Et pour l'instant, force est d'attendre les résultats et de prendre en considération d'autres paramètres comme l'évaluation du risque a priori, et je pense vous avoir convaincu de l'importance de ces trois paramètres cliniques très simples que sont le genre masculin ou féminin, l'âge du patient et le caractère plus ou moins typique de la sémiologie qu'il décrit, le respect des indications et contre-indications respectives de chacun des tests, et très important, la disponibilité de l'équipement. Tous les centres ne sont pas équipés de tous ces examens complémentaires et évidemment l'expertise locale est dans le cas présent extrêmement importante. Je vous remercie. I will ask my question in English. So, concerning the coronarography, at this stage, with the new investigation that you describe, what is the remaining space of the classical coronarography, knowing that this coronarography is easier and easier at the same time in parallel? We saw that this morning with the presentation of Patrick Henry. And when stenosis is diagnosed, for instance, by a non-invasive method, how to be sure that the quantification which is given by this kind of method is enough to make a decision for the patient. For instance, to or not put the stent to that patient. You mean, I guess, the value of the quantification of the degree of stenosis versus the visual analysis? Is that correct? Yeah. In most CAT laboratories in Western countries, now the estimation is automatic. Specific software have been developed, and the doctors will use them because, of course, it's more accurate than the visual estimation. And the visual estimation is just to guess whether the lesion is considered as, quote, non-significant, which means diameter reduction less than 50%, or significant, which means more than 50%. And with using these software allowing quantification, it's not just yes, no, plus minus 50%, but it could be 42%, which is not significant, or 68, which is significant. So it's a real advance, and in most labs now, this estimation is routinely used.